grand entretien sur Ecofin Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de votre émission, le tout premier de l'année 2024. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni, Monsieur Ndola Ngokoei. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous faire justement cet honneur d'être avec nous sur ces plateaux d'Ecofin Télévision. Vous avez une large expérience dans le domaine de la diplomatie. Je rappelle que vous avez été représentant des Nations Unies au Mozambique, résident au Mozambique. Vous avez été également dans plusieurs pays en Afrique, mais aussi quelque chose à souligner, vous avez été dans le panel qui a accompagné le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de sa présidence à la tête de l'Union africaine. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement ici à Kinshasa, dans le cadre évidemment de votre fonction, mais aussi la prestation du serment du président de la République. La toute première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette émission, comment se portent aujourd'hui les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni? Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni sont au beau fixe. Et ce sont des relations qui datent depuis très longtemps. Et ce sont des relations que, depuis des années, mes prédécesseurs ont essayé de renforcer. Et moi, sur leur trace, j'essaye aussi de contribuer et renforcer ces relations. De contribuer et renforcer ces relations. Sur quel pilier vous vous appuyez justement pour pouvoir mettre beaucoup de renforts dans ces relations qui n'ont jamais connu, à mon avis, des problèmes dans les temps? Sur la base de la vision du chef de l'État, et sur la base de la politique étrangère de la RDC qui a été formulée et revalidée récemment, nous essayons de mettre en pratique la diplomatie qui est en fait l'arme de la mise en œuvre de la politique étrangère. Les priorités de cette coopération sont très claires. Et moi, je dis toujours que c'est une boussole. Une boussole donc qui a 4 pôles. Pôle Nord, pôle Sud, etc. Donc, les 4 chantiers prioritaires pour nous, c'est d'abord le chantier des intérêts politiques de la RDC. Des intérêts politiques de la RDC. Oui. Quels sont nos intérêts pour le moment? N'oublions pas que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est une puissance politique, membre du Conseil de sécurité. Non seulement politique, économique, n'oublions pas militaire aussi également. Que c'est une puissance financière. Londres, c'est une des capitales financières mondiales. C'est aussi une puissance technologique, scientifique, etc. Donc, premier chantier, nos intérêts politiques. Quels sont nos intérêts aujourd'hui? C'est la stabilité, la paix dans la sous-région. Tout à fait. Nous aimerions pouvoir compter sur la Grande-Bretagne pour être à côté de nous quand nous plaidons pour nos intérêts. Ça, c'est le premier grand pilier. Deuxième grand pilier, c'est bien entendu nos intérêts économiques. Évidemment. La Grande-Bretagne étant ce qu'elle est, nous aimerions pouvoir renforcer le commerce entre nos deux pays et nous aimerions pouvoir amener beaucoup plus d'investisseurs à s'intéresser à la situation de la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous gagnons parce que nous avons besoin de ce financement, mais eux aussi ils gagnent parce que, étant donné le marché que nous avons, étant donné les ressources que nous avons. Ça, c'est le deuxième chantier. Le troisième grand chantier, c'est bien sûr dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique. Et dernièrement, il y a le chantier du travail avec la communauté congolaise, la diaspora. Nous avons une diaspora brillante au Royaume-Uni, une diaspora dynamique, une diaspora qui s'investit et qui fait la différence dans différents domaines. Nous sommes d'ailleurs déjà à la 3e génération de la diaspora. Il y a ces jeunes gens bien formés qui travaillent dans tous les domaines, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du business, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc nous, c'est une des priorités
dans le renforcement de notre coopération avec le Royaume-Uni. C'est ainsi que, par exemple, je dis à tous les investisseurs avec lesquels je discute, qui veulent venir dans notre pays, je leur dis, n'oubliez jamais que vous avez ici des Britanniques d'origine congolaise, Tout à fait. formés ici, qui travaillent ici. Il faut toujours les inclure dans vos projets quand vous venez en RDC. Justement. Justement, essayons de décortiquer un peu ces 4 piliers qui font pratiquement la boussole de votre action. D'abord, pourquoi, j'ai envie de vous poser cette question, pourquoi mettre la diaspora, celle pour qui vous travaillez au Royaume-Uni évidemment, en 4e position? Non, elle n'est pas en 4e position. Elle n'est pas en 4e position. C'est juste parce qu'il faut un ordre. Moi, je peux vous dire en toute sincérité qu'une de mes plus grandes fiertés depuis que je suis au Royaume-Uni, depuis mai de l'année dernière, c'est cette diaspora. La diaspora fait énormément de choses qui ne sont pas toujours connues. Et c'est pour cela que cette année, nous avons décidé chaque mois de mettre en lumière une personnalité de la diaspora. Une personnalité de la diaspora. Oui, qui aurait brillé, Ok. soit dans son domaine de compétences, qui aurait brillé, soit par rapport à ce qu'elle fait pour la communauté congolaise là-bas, ou qui aurait brillé par rapport à ce qu'elle fait au pays. Donc chaque mois dorénavant, sur nos réseaux sociaux, nous aurons une personnalité congolaise. Une personnalité congolaise. Oui, oui, ça c'est une grande fierté de voir ce que ces Britanniques, ces Écossais, ces Gallois d'origine congolaise font là-bas. Et par quel canal vous allez le faire? Vous avez évoqué les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, l'une des remarques que l'on fait à nos différentes représentations diplomatiques à l'étranger, c'est ce déficit aussi des communications. Oui, c'est une réalité. Vous allez faire comment, justement? C'est une réalité. En plus des réseaux sociaux, nous comptons bien entendu travailler avec l'Agence congolaise de presse et nous espérons aussi mobiliser nos relations pour travailler avec des institutions avec lesquelles nous avons déjà un partenariat, notamment l'Ecofin Télévision. Oui, donc on va le faire. Et c'est très important. Et nous allons aussi travailler avec les influenceurs. Tout à fait. Et les influenceuses congolais. C'est vraiment difficile à vous expliquer. Mais il y a des personnes en Angleterre qui ont une popularité, une célébrité africaine et même britannique, mais qui sont des Congolais. Qui sont des Congolais. Qu'on ne connaît pas ici. Je vous assure, c'est un de nos objectifs, c'est de faire connaître cette diaspora qui fait des choses merveilleuses et que nous devons connaître et appuyer. On parle de la diaspora, justement, parce que la diaspora de la RDC au niveau du Royaume-Uni est considérée comme l'une des diasporas les plus dynamiques, aux côtés de celles de la France, de la Belgique notamment. Comment vous faites pour renforcer ce dynamisme-là? Oui, nous travaillons avec la diaspora. Depuis le mois de mai, depuis mon arrivée, nous avons commencé à nous rapprocher de la diaspora. Par exemple, nous avons rencontré tous les leaders religieux. Il y a la pastorale congolaise du Royaume-Uni qui regroupe plusieurs centaines de pasteurs. On les a rencontrés. Nous avons rencontré une centaine de pasteurs congolais au Royaume-Uni. C'est difficile à croire, mais c'est une réalité. Oui. Et puis, nous avons rencontré l'aumônerie catholique. C'est une institution qui existe depuis des années, qui encadre les Congolais qui arrivent aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui célèbre tous les dimanches une messe en lingala, chantée avec un orchestre congolais de jeunes de la 3e génération, dont certains n'ont jamais été en RDC. C'est vraiment extraordinaire. Donc nous nous rapprochons de cette communauté catholique, protestante, église de réveil, kimbanguiste. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, nous nous rapprochons aussi des leaders de la communauté. Nous avons une communauté congolaise qui a un coordonnateur. On travaille avec eux, que ce soit de Londres, de Cambridge, de Manchester. Mais nous travaillons aussi avec les intellectuels congolais. Tout à fait. Qui sont dans les milieux académiques. Bref, nous avons fait un grand effort pour que, entre l'ambassade et la communauté,
il n'y ait plus cette relation de méfiance ou cette impression de défiance, mais qu'ils comprennent que l'ambassade, c'est leur maison et que nous sommes là pour eux. C'est d'ailleurs une de nos priorités qui est protéger et promouvoir les intérêts de la diaspora au Royaume-Uni. Les intérêts de la diaspora au Royaume-Uni, vous avez invoqué les intellectuels notamment, avec qui vous travaillez étroitement. Est-ce que ce qui est reproché justement à ces intellectuels congolais, c'est d'oublier carrément la République démocratique du Congo et de mettre leur savoir au profit des pays dans lesquels ils résident, le Royaume-Uni dans les cas de figure. Qu'est-ce que vous faites pour donner à ces gens-là, à ces Congolais, l'envie de venir mettre à la disposition de leur pays ce savoir-faire? Je dois avouer que ça, c'est une de mes grandes surprises. Ces intellectuels congolais et même les autres personnalités congolaises gardent dans leur cœur l'amour de la RDC. Ils veulent contribuer pour l'avancement de la RDC. J'ai rencontré des jeunes politiciens britanniques d'origine congolaise. Et en les taquinant, je leur ai dit, mais nous vous avons donc perdu pour la RDC, puisque maintenant vous êtes des politiciens britanniques. Et l'un d'eux m'a dit, pas du tout. Je fais la politique dans ce pays pour pouvoir la faire aussi en RDC. En RDC. Donc, c'est-à-dire que, comme ils disent eux-mêmes, nous sommes ici, mais notre cœur est en RDC. Donc, ça, c'est une réalité tout à fait claire. Donc, mon travail maintenant, c'est de m'assurer qu'il y ait des structures d'accueil chez nous pour que ces bonnes volontés qui veulent bien s'investir chez nous puissent avoir des possibilités d'action. Et ça se fait déjà. Par exemple, il y a une association d'ingénieurs congolais formés au Royaume-Uni et qui travaillent au Royaume-Uni. Ils sont déjà une centaine. Donc, qu'est-ce que ces ingénieurs font? Ils encouragent au sein de la communauté que les jeunes s'intéressent aussi à la science, à la technologie, plutôt que de ne faire que le droit, les lettres, la philosophie. Donc, de faire le STEM, comme on dit. Et deuxièmement, ils encadrent ces jeunes pour leur inscription dans des universités. Et troisièmement, ils ont même des actions ici en RDC où ils sont en train de construire des villas. Je leur ai demandé, mais vous construisez avec quelle technologie, tout ça. Ils m'ont dit, la technologie Inca. Donc, ces villas-là peuvent durer 1000 ans. Mais ils m'ont dit, comme ils essayent de diluer un peu la technologie, ça durera simplement 400 ans. Je dis, mais ce n'est déjà pas mal. Ouais. Donc, vous voyez, cette diaspora-là, qui encadre les jeunes à avancer, qui leur donne des conseils, qui les inscrit dans les universités, mais en même temps, qui mène des actions concrètes sur le terrain. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, justement, cette diaspora, parce qu'il y a cette volonté de venir au pays, mais il y a quand même un point sur lequel cette diaspora tient beaucoup, c'est le point sur la double nationalité. Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, notre nationalité, elle est exclusive. On ne peut pas la combiner avec une autre. Alors, comment ce débat se déroule au niveau du pays dans lequel vous représentez la RDC? Au niveau de la diaspora au Royaume-Uni, il y a un espoir que cette question sera discutée à l'Assemblée nationale. Surtout dans cette législature qui commence. Voilà, tout à fait. Il y a cet espoir-là et il y a ce souhait qu'on puisse avancer dans ce sens. Et donc, c'est un sujet que nous suivons de très près qui pourrait effectivement modifier beaucoup de choses. Qui pourrait effectivement modifier beaucoup de choses. On serait très ravis d'en connaître un peu plus, évidemment, dans les prochains jours. Et dans les prochains jours, justement, la République, le Royaume-Uni va accueillir le sommet Royaume-Uni-Afrique. Comment la République démocratique du Congo pense s'y présenter? Oui. Ça, c'est un sommet très, très important. Il s'agit d'un sommet axé sur les investissements. Donc, il ne s'agit pas d'un sommet
où on vient présenter ses potentialités, etc. Mhm. Il s'agit d'un sommet où on vient avec des projets précis, bancables, qui ont besoin d'investissement. Et parmi les objectifs de ce sommet, il y a bien entendu la question de renforcer le partenariat en termes de commerce et en termes d'investissement. Effectivement. Mais il y a un autre élément très important de ce sommet qui est de promouvoir les talents britanniques et les talents congolais ou africains dans le domaine des finances et des technologies. Et le troisième objectif, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, moi, j'invite déjà à toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat de rester à l'écoute et de s'intéresser à leur participation dans ce sommet. Parce que c'est un sommet qui va faire la différence. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que la Grande-Bretagne a énormément d'atouts qui peuvent nous intéresser. Tout à fait. Et nous-mêmes, nous avons des atouts immenses que nous avons à proposer à l'humanité. Donc, c'est de ce partenariat gagnant-gagnant que nous pourrions tirer des bénéfices pour le bien-être de nos populations respectives dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Oui. Alors justement, en termes de discussions qui seront menées évidemment au cours de ce sommet, comment la République démocratique du Congo compte-t-elle aborder les discussions? Oui. Le premier point, le plus important, bien sûr, c'est la préparation. Nous savons tous que les besoins sont immenses dans notre pays. Mais il s'agit de pouvoir déterminer les priorités. Il s'agira de montrer nos atouts. Tout à fait. Il s'agira aussi de montrer qu'il y a une volonté politique réelle de faire la différence. Mais que cette volonté politique se traduit déjà dans des actions concrètes et dans des réformes. Et que ces réformes ont commencé à donner des résultats. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est parce qu'il y a dans certains milieux internationaux un narratif qui nous reproche des choses sur lesquelles nous travaillons déjà. Par exemple, on parle du climat des affaires. Nous sommes conscients du problème et nous y travaillons. Voilà le progrès que nous faisons déjà. Donc, ne continuez pas à nous reprocher aujourd'hui des choses sur lesquelles nous travaillons déjà et où il y a déjà des changements. Donc, ça, c'est un message très, très important à faire passer. Deuxièmement, je pense qu'il faudra montrer que nous avons une vision très claire, une vision très grande, mais que nous avons des plans réalistes que nous avions développés sur la base d'études et que finalement, nous sommes déjà en train de mettre cela en œuvre. Donc, ces investisseurs ne vont pas venir dans le néant. Il y a déjà un travail de fond qui est en train d'être fait. Donc, je pense que si on peut faire passer ce message-là, faire comprendre nos priorités, leur montrer qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux, je pense que ça pourra bien se passer. Ça pourra bien se passer. Donc, pour moi, franchement, le secret dans ça, il réside dans 3 aspects principaux. Allez-y. Le premier aspect, nous devons être bien préparés avec des programmes précis, chiffrés. Deuxième aspect, nous devons être bien préparés. Troisième aspect, nous devons être bien préparés. Donc, pour moi, c'est la préparation qui fera la différence. La préparation fera donc la différence. Oui. Alors, sur le plan économique, entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, on sent un début de dynamisme, mais la RDC n'a toujours pas été un terrain économiquement parlant de la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a quelques entreprises britanniques ici. Alors, comment se fait aujourd'hui, on va dire, ces discussions, notamment en termes d'accroissement des investissements, de la participation britannique dans l'accroissement justement des relations économiques avec la RDC? Ça, c'est effectivement une de nos plus grandes priorités. Puisque la situation actuelle, où le niveau d'échange entre nos deux pays, le niveau des investissements est très faible, c'est une situation qui ne peut pas continuer. Depuis quelque temps, il y a des avancées. On note des améliorations.
Mais nous pensons qu'il est temps d'accélérer cela. Tout à fait. Puisque de part et d'autre, on ressent cette nécessité. Et je suis là, comme je l'ai dit, depuis mai seulement. Et de mes échanges avec le milieu d'affaires, avec le milieu politique, je sens une réelle volonté de dynamiser cette coopération sur le plan du commerce. Comme je disais, je ne suis là que depuis mai, mais je pense que j'ai déjà eu au moins 5 ou 6 réunions avec l'envoyé spécial du Premier ministre sur les questions du commerce avec la RDC. Le Premier ministre britannique, oui. Rishi Sunak. Oui, voilà. Sur les questions du commerce avec la RDC. Donc, nous avons en chantier beaucoup d'initiatives et nous pensons que les années qui viennent pourront montrer que ce chantier porte des fruits. Donc, on travaille dans ce sens-là et on essaie de leur montrer la réalité des choses pour qu'ils cessent de nous reprocher, comme j'ai dit, le narratif des choses qui pourtant sont en train de changer dans la bonne direction. Alors, le tout réside également sur la façon dont on aborde la question vis-à-vis des Britanniques. Comment vous faites aujourd'hui? Quelle politique vous mettez en place pour encourager notamment les investissements britanniques dans notre pays? Donc, la politique, c'est de montrer d'abord que nous avons non seulement des potentialités, mais nous avons aussi quelque chose à leur apporter. Je vous donne un exemple. Il y a 4 mois, le Royaume-Uni a défini sa politique sur les minerais critiques. Les minerais critiques et la RDC regorge d'ailleurs. Justement. Moi, j'ai justement rebondi sur cela pour leur dire que mais tout ce que vous dites là, c'est la RDC qui est la solution. Tout à fait. Oui. Par exemple, ils disent qu'une de leurs priorités, c'est d'établir des partenariats pour assurer un approvisionnement régulier et durable en minéraux critiques stratégiques pour leur pays. Moi, je leur dis, mais vous allez... Mais ces partenariats, c'est avec la RDC, justement. Donc, voilà, je parle de leurs propres documents. La même chose dans le domaine de l'agriculture. Ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Nous leur disons, nous avons des terres, nous avons de l'espace. Avec votre technologie, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc, voilà un peu le sens dans lequel nous sommes en train de travailler pour les encourager à venir ici. Mais, nous avons un allié stratégique très très important. Nous avons déjà quelques sociétés britanniques ici en RDC. Effectivement. Certaines ont des expériences très positives, d'autres se plaignent parfois de problèmes habituels que nous connaissons. Tout à fait, la tracasserie fiscale notamment. Voilà. Mais nous pensons que les sociétés britanniques sont des ambassadeurs de premier plan pour la promotion des investisseurs britanniques à RDC. Parce que le message que ces sociétés vont transmettre à leur pays, c'est ça qui va inviter les autres à venir. Donc, c'est pour cela que l'amélioration du climat des affaires, le fait que ces sociétés soient à l'aise, c'est positif pour notre pays. Parce que ce sont ces sociétés qui vont dire aux autres, bon, vous entendez beaucoup de choses négatives sur le pays, mais les choses sont en train de changer. La preuve, nous sommes là. Mais est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un secteur spécifique qui peut aujourd'hui attirer, on va dire, beaucoup d'investissements britanniques en RDC ou un secteur auquel les Britanniques s'intéressent le plus? Tout à fait. Et ça, c'est exactement un des chantiers les plus importants de mon mandat comme ambassadeur. Voir les priorités de la RDC, voir les atouts de la Grande-Bretagne et réaliser comment les deux peuvent se mettre ensemble. Quels sont ces secteurs? Une petite anecdote, j'étais récemment dans une réunion de discussion de politique publique et j'ai demandé la parole et j'ai dit, je suis sûr que vous vous attendez tous que je vous parle de minerais, mais je vais vous décevoir, je ne vais pas vous parler de minerais. Je vais d'abord vous parler d'agriculture. Voilà un secteur prioritaire. Donc, nous voudrions bien améliorer la productivité
et la production en matière agricole. Et les Britanniques s'intéressent à ça. Deuxième secteur, bien entendu, le mine. Et ils ont parmi les plus grandes sociétés minières du monde. Ce n'est pas normal que nous ne puissions pas établir de partenariats gagnant-gagnant avec eux. Et le troisième grand secteur, bien entendu, ce sont les infrastructures. Effectivement. Les infrastructures, ils peuvent faire énormément. Je l'affirme puisque je sais qu'ils le font dans d'autres pays. Je sais qu'ils ont la technologie pour le faire. Ils peuvent faire beaucoup avec nous dans ce domaine-là. Et bien entendu, il y a aussi le domaine de sciences, technologie, etc. Par exemple, j'ai visité à l'université d'Oxford l'Institut Jenner. Jenner, c'est le monsieur qui avait découvert le vaccin contre la variole. Tout à fait. Donc, l'Institut Jenner a découvert, il y a 3 mois, un vaccin contre la malaria, contre le paludisme. Vaccin qui a déjà été homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Et soit dit en passant, c'est cet institut qui a aussi découvert le vaccin AstraZeneca contre Covid. Oui, oui. Donc, je les ai rencontrés et nous avons discuté avec eux du partenariat possible entre eux et notre Institut national de recherche biomédicale, INRB. Donc, voilà un peu des domaines vraiment de pointe: agriculture, infrastructure et recherche de sciences et technologies où on peut travailler ensemble. On sent que le chantier est vaste et vous avez du travail, du pain sur la planche, justement. Alors, on va ouvrir la question liée justement au domaine sécuritaire, et ça c'est extrêmement important au vu notamment des relations que le Royaume-Uni entretienne avec le Rwanda en particulier. Comment ça se passe aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, les rapports de l'ONU l'attestent, que le Rwanda agresse la RDC. Comment ça se passe aujourd'hui entre les relations? On peut parler même d'un triangle, RDC, Rwanda, Grande-Bretagne au milieu. Comment ça se passe à votre niveau? Oui, c'est un sujet très très délicat. C'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Dans mes discussions avec le gouvernement britannique ou avec l'opposition britannique, c'est une question qui est toujours sur la table. Et je vais vous surprendre, mais eux-mêmes ils disent qu'ils savent que nous ne sommes pas contents. Ils le savent. Que nous ne sommes pas du tout contents de ce qui se passe. Et ils affirment aussi que eux, ils encouragent une solution politique et diplomatique. Et diplomatique. On va se rappeler d'ailleurs qu'un des représentants du Royaume-Uni qui était ici il y a quelques mois, le ministre de la Communication, ou le gouvernement congolais, on va dire, devait passer un message clair d'utiliser leur influence en tant que Britannique auprès du Rwanda pour que justement ces atrocités puissent prendre fin. C'est exactement la même lignée que nous poursuivons. Donc c'est un message que nous martelons, c'est un message que nous répétons, et c'est un message qui commence à être entendu. Ça, je peux vous... Oui, ce message commence à être entendu. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais vous verrez dans les mois qui suivent quand même des différences. Oui, oui. Parce qu'ils savent que nous sommes mécontents, et ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, et ils ont commencé à le faire. Alors, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a-t-elle des initiatives spécifiques pour aborder justement ces discussions avec le Royaume-Uni? Oui, nous avons des initiatives qui continuent d'ailleurs. Nous avons des initiatives, nous profitons de chaque occasion, de chaque rencontre avec le plus haut niveau britannique pour rappeler certaines réalités, pour rappeler ce que les Nations Unies disent sur ce qui se passe et pour montrer notre bonne volonté depuis des années pour avancer dans la pacification de la sous-région. Parce que nous savons que ces turbulences ne servent à personne. Ça ne profite à personne. Oui, tout à fait.
Et donc aujourd'hui, comment justement les deux pays envisagent de renforcer cette coopération sur les plans sécuritaires, mais aussi pour la stabilité de cette sous-région des Grands Lacs? Okay. Nous aimerions que le Royaume-Uni, de par sa position politique, notamment au Conseil de sécurité, soit à nos côtés quand nous plaidons en faveur des intérêts du pays en ce qui concerne la situation sous-régionale. Il y a des accords de Luanda, il y a des accords du Kenya, de Nairobi. Nous aimerions que le Royaume-Uni s'implique véritablement pour la mise en œuvre effective de ces accords. Le Royaume-Uni a le poids politique pour le faire et pour se faire entendre. C'est dans ce sens que nous travaillons. Beaucoup se fait dans les coulisses et on aura des résultats. Et justement, parlant du Rwanda, la proposition de loi britannique pour envoyer des réfugiés au Rwanda, justement, dont on connaît la situation géographique et l'espace qui est insuffisant, vient d'être de nouveau rejeté par ce qu'on appelle au niveau du Royaume-Uni le House of the Lords, deuxième chambre du Parlement britannique. Est-ce que cela pourrait résonner justement ici au Congo comme un décor de la fin du soutien britannique au Rwanda? Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que le débat continue. Le débat continue au niveau britannique. Et même des personnes qui soutenaient cette approche, des personnes de très haut niveau, commencent à remettre cela en question. Et sans révéler quoi que ce soit, je peux vous dire que au niveau de la RDC, nous travaillons. Nous savons que c'est une question de politique interne britannique, donc nous n'avons pas à nous mêler de cela. Mais nous faisons aussi entendre notre voix. Mais quand on sait que pour voir les implications possibles de cette politique sur la RDC. Tout à fait, c'est ça justement le problème. Lorsqu'on soutient un pays qui agresse, ça veut dire on donne du vent en poupe au Rwanda, en même temps il utilise cette énergie pour voilà, déstabiliser la République démocratique du Congo. Il y a quand même de quoi s'intéresser à ces questions purement britanniques. Absolument. C'est pour cela, sans nous faire de l'ingérence dans des questions de politique intérieure, nous leur montrons quand même l'impact de politique qu'il pourrait avoir sur notre pays. Et comme ce sont nos partenaires aussi, ils nous écoutent. Tout ce que je peux dire pour le moment. Et c'est très important, l'écoute dans la diplomatie surtout. Alors, le ministre britannique en charge de l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, Lord Popat Dollar, est connu justement pour son lobby, mondialement connu pour son lobby pour le Rwanda. Il a été justement ici en République démocratique du Congo, la semaine dernière déjà, l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, et les deux se sont d'ailleurs brièvement rencontrés. Pensez-vous que c'est une autre image qu'il découvre de la RDC? Oui. Lord Popat, envoyé spécial Premier ministre pour le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, est un ami de la RDC. Un ami de la RDC? Oui. Une personne que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. Lord Popat est né en Ouganda. Il est arrivé au Royaume-Uni à 17 ans. Aujourd'hui, c'est une personnalité puissante dans le domaine des affaires, mais aussi dans le domaine politique. De mes discussions avec lui, j'ai bien ressenti qu'il y a une écoute de la problématique congolaise. Il est prêt aujourd'hui à travailler avec nous pour faire la différence en faveur de la RDC. Mais il est aussi très connu pour sa défense envers les intérêts du Rwanda. Oui, mais il va bientôt être connu pour sa défense en faveur des intérêts de la RDC. C'est la raison pour laquelle il est venu ici. Et nous aurons ce sommet au mois d'avril à Londres. Il fait partie des personnalités en train d'orchestrer cela. Croyez-moi, nous pouvons faire beaucoup de choses avec lui.
il y a déjà plusieurs projets en chantier. Plusieurs projets. Dans différents domaines. Infrastructure, transport, agriculture. On pourra faire beaucoup de choses. On pourra faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on espère justement dans les jours à venir. Parlons maintenant, parce que je l'ai évoqué au début, vous avez une large expérience dans le domaine de la diplomatie notamment. Cette expérience, comment vous la faites, comment vous l'utilisez pour pouvoir contribuer à cette grande mission que le président Tshisekedi vous a confiée? Oui, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 30 ans aux Nations Unies, dans une douzaine de pays, comme chef de mission diplomatique. J'ai commencé à l'UNICEF, où le travail le plus important, c'est la mère et l'enfant. Tout à fait. On s'occupe de la mère et de l'enfant dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, bref, dans tous les domaines. Ce que j'ai retenu de mon expérience de l'UNICEF, c'est l'importance de mettre l'homme ou la femme au centre de la coopération. À l'UNICEF, c'était multilatéral. Maintenant, je suis au Royaume-Uni comme bilatéral, mais je n'oublie pas cet ADN de savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme et la femme, c'est pour des êtres humains. Donc, ça, c'est ce que j'ai retenu. Ensuite, j'ai été au PNUD, où j'étais coordonnateur résident, au Mozambique, en Côte d'Ivoire. Et le PNUD s'intéresse à la réduction de la pauvreté. Le PNUD s'intéresse au renforcement des capacités, au développement de politiques publiques et bien entendu à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc ce que j'ai retenu du PNUD, c'est de savoir que pour mon pays, il faut effectivement qu'on travaille pour la réduction de la pauvreté. Et ça passe par le commerce, par les investissements. Il faut qu'on travaille pour le développement des politiques publiques dans les domaines clés, notamment les domaines sociaux, etc. Après le PNUD, je suis entré dans la mission de paix. J'étais effectivement le représentant spécial adjoint du secrétaire général en Côte d'Ivoire pendant toute la crise. Et ce que j'ai retenu de cela, c'est que la paix est la base de tout. Sans la paix, on ne peut faire ni développement, ni s'occuper des femmes et des enfants. Elle est aussi possible. Tout à fait. La paix est possible. J'ai retenu de cela. Et c'est pour cela que maintenant, en tant qu'ambassadeur, la recherche de la paix et de la sécurité dans la sous-région, ça fait partie de mes priorités. Donc, je blaguais avec quelqu'un récemment, je lui disais, mais finalement, mes 30 ans des Nations Unies, en fait, m'ont préparé pour être ambassadeur de la RDC. Tout à fait. Alors, comment justement la République démocratique du Congo peut profiter, on va dire, ou bénéficier de cette expérience que vous avez dans les renforcements notamment de ces relations avec l'ONU et au niveau international? Ça, c'est une question d'ailleurs qui a été discutée hier dans un autre cadre. La RDC est maintenant dans une position très favorable. C'est-à-dire, nous sommes en position de négocier avec les instances internationales, avec les instances des Nations Unies, pour placer certains de nos cadres dans des positions importantes. Et il y a des commissions qui sont mises en place et qui travaillent dans les coulisses pour cela. Nous avons des cadres compétents. Nous sommes une nation respectée et qui le sera de plus en plus. Donc il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas une empreinte durable dans ces institutions. Alors, nous sommes en train de terminer cette émission. J'aimerais qu'on évoque aussi les sujets liés à l'environnement, à la protection de l'environnement et au développement durable. Comment se passent aujourd'hui les discussions entre notamment la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni dans le cadre justement de la protection de l'environnement quand on sait l'importance que revêt la RDC dans ce domaine-là?
Sans révéler un secret d'État, je peux vous dire que lors de mon audience privée avec le roi Charles III, la question de l'environnement était au cœur de nos discussions. Puisque c'est une des questions qui l'a toujours intéressé depuis très très longtemps. Et tout le monde est conscient que on ne peut pas résoudre les questions de l'environnement aujourd'hui sans une participation active et effective de la RDC. Donc, nous constituons un poids lourd. Tout à fait. Comme nous le disons chez nous, nous sommes un pays solution. Tout à fait. Nous avons des solutions à plusieurs de ces problèmes. Et les poumons de l'humanité. Tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là que nous mettons nos atouts sur la table et nous travaillons pour que la communauté internationale de son côté mette aussi ce qu'elle doit mettre, notamment sur le plan financier, puisqu'il y a des questions de financement, tout à fait, pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Donc ça, c'est un chantier majeur. C'est un chantier prioritaire et on travaille dans ce sens-là. On travaille dans ce sens-là. On va peut-être terminer par cette dernière question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des initiatives conjointes entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni dans le cadre justement de la conservation, des luttes contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité? Oui, effectivement. Et ce sont des initiatives issues de la COP qui a eu lieu en Écosse. Et qu'il s'agisse de nos forêts, qu'il s'agisse des tourbières, qu'il s'agisse de nos réseaux maritimes et fluviaux, etc., on travaille ensemble. Le Royaume-Uni a des intérêts en RDC, notamment de partenariat avec les institutions académiques de recherche, mais aussi de mise en application. Donc ça c'est un domaine essentiel sur lequel nous pouvons faire davantage. Alors, on m'en voudrait si je ne vous pose pas cette question qui est quand même assez essentielle, c'est sur le Commonwealth. Alors, il y a quelques voix aujourd'hui en République démocratique du Congo qui se lèvent pour dire que la RDC, effectivement, doit, comme le Gabon, intégrer le Commonwealth. Comment vous percevez cela? Le Commonwealth est en train de changer. C'était il y a quelques années ce rassemblement d'anciennes colonies britanniques. Mais le Commonwealth lui-même ne suit plus cette direction. Aujourd'hui, c'est un rassemblement de pays, anciennes colonies britanniques ou non, mais qui partagent les mêmes valeurs en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes de promotion des femmes, de gouvernance démocratique et économique. C'est un groupe de pays qui veulent développer une solidarité en ce qui concerne le commerce, les investissements, en ce qui concerne la coopération scientifique et technologique. Il est donc normal que la RDC réfléchissent à cela, sans renier ses autres appartenances, notamment dans la francophonie, etc. Donc, c'est une option qui ne nous est pas interdite. Qui ne nous est pas interdite parce qu'aujourd'hui, on dit quand même que du côté du Commonwealth, il y a quand même assez de dynamisme que, voilà, du côté de la francophonie aujourd'hui. Oui. Bon, je ne veux pas comparer le dynamisme des différentes institutions, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a aucune interdiction pour que nous réfléchissions sur les opportunités que peut ouvrir le Commonwealth. Sur les opportunités que peut ouvrir le Commonwealth. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Dolam Ngokwei. Je rappelle que vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume-Uni. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Merci une fois de plus et merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Un autre rendez-vous est pris pour très très bientôt sur votre chaîne.